Alors, pour tout ce qui est objectif du challenge, le but, c'est vraiment de vous assister de sorte que vous puissiez prendre des décisions qui sont réellement basées sur des données, soit des données déjà à votre disposition ou des données que vous allez collecter auprès de vos clients. Et après, éventuellement, améliorer tout ce qui est performance, et en particulier les ventes et les stratégies clients, mieux les affiner, mieux peaufiner vos ciblages. La maîtrise aussi de certains fondamentaux, je l'ai dit tantôt, tout ce qui est étude de marché, gestion des risques et ESG. Et enfin, préparer tout ce qui est la préparation des financements. Alors, pour le premier jour, on va faire les fondements pour tout ce qui est étude de marché. On va parler des concepts, tout ce qui est relatif, en tout cas les notions fondamentales pour une étude de marché et expliquer aussi la démarche à faire pour une bonne étude de marché. Et on va plus se concentrer sur les cas pratiques. Pour la seconde journée, on va parler des stratégies de data. Le but déjà, c'est de faire, que vous puissiez vous-même à votre niveau faire un diagnostic de l'état des lieux au sein de votre entreprise. C'est où vous avez les données. Est-ce que c'est des données structurées ou non structurées? Comment vous pouvez faire pour centraliser toutes les données, pour faire des structurations et après analyser ces données pour vous en servir comme des leviers commerciaux. Voilà, je laisse peut-être Marème prendre la main sur tout ce qui est troisième et quatrième jour, vu que c'est elle qui va les faire. D'accord. Merci beaucoup, papa. Donc, pour les jours 3 et 4, on va s'axer tout d'abord sur tout ce qui est gestion des risques. Par exemple, le premier jour, le mercredi, on va essayer de comprendre ensemble quels sont les risques en général et les risques auxquels vous pouvez faire face dans vos activités. On va essayer de savoir qu'est-ce que le concept et le processus de gestion des risques, parce que voilà, quand on parle de risques, il faut quand même pouvoir les gérer et s'en prémunir. On va parler des dispositifs et des outils que vous pouvez mettre en place pour gérer vos risques. Et on va essayer de faire un focus sur un outil qu'on appelle la cartographie des risques, qui est un outil visuel qui vous permet de voir rapidement quels sont les risques auxquels vous faites face et comment les prioriser. Et ensuite, on aura un défi, bien entendu, en fin de journée voilà, pour interagir aussi, vous départager. Pour ce qui est du jour 4, on va là, comprendre un peu les fondamentaux de la gestion financière. Parce que oui, on a parlé de risques, mais les finances sont essentielles aussi pour la pérennité d'une entreprise. Donc, on va parler des fondamentaux pour une gestion financière efficace, comprendre généralement quelles sont les attentes des investisseurs, parce que je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous avez cherché ou vous cherchez à lever des fonds dans le futur. Et donc, on va essayer un peu de vous préparer par rapport à ces éléments-là. Et on va parler de concepts ESG qui sont aujourd'hui des concepts essentiels lorsqu'on cherche à lever des fonds parce que c'est des éléments que les investisseurs intègrent énormément. Les investisseurs, les financiers qui intègrent énormément dans leur processus de prise de décision. Et là aussi, on va conclure par un défi. Et pour ce qui est du dernier jour, le vendredi, là, ce sera des sessions ouvertes où on va vous écouter, on va essayer de répondre à toutes vos questions. On va aussi annoncer les gagnants avec les lots éventuels que vous auriez gagnés. Et donc, par rapport à ça, on attend de vous une grande implication. Euh, Contribuez, interagissez avec nous, posez des questions, on est là pour y répondre. Et voilà, on aimerait vraiment que ce soit une expérience commune. On n'est pas seulement là pour parler, mais aussi pour interagir avec vous, pour vous écouter, pour savoir un peu quels sont vos défis et aussi essayer de vous apporter des réponses, des solutions par rapport à ça. Et, euh, et par rapport à ça, peut-être si tu peux mettre la slide sur les partenaires, ceux qui nous ont accompagnés dans cette aventure. Voilà, on a eu le soutien de beaucoup de structures qui ont fait qu'on en est là aujourd'hui. On a notamment la DPME
qui, eux, ont décidé d'accompagner les PME gagnantes en leur offrant, par exemple, des lots, un lot avec lesquels ils pourront avoir voilà, un accompagnement de DOLF et de NAFS sur certains éléments de leur stratégie. On a, Dolima qui offrirait des lots aussi par rapport à leurs produits. Euh, on a également Fidex qui nous propose un mois de gratuité d'honoraires dans le cadre d'un accompagnement de mise en conformité comptable et fiscale et ou un diagnostic organisationnel, comptable et financier dans le cadre de projets de structuration sur le niveau BFR, voilà, en vue d'un accompagnement. On a HRA, Women Resources Advising, qui propose en lot une session d'1 heure à 1h30 pour faire comprendre l'importance de la communication pour un entrepreneur. Ce sera des... En fait, oui, on a aujourd'hui des sessions sur une semaine, cette semaine du 26 au 30, mais dans le cadre toujours du Propulse PME, on a voulu aller plus loin et on a certains parmi nos partenaires qui vont organiser d'autres sessions dans les semaines, dans les mois à venir sur des sujets particuliers et notamment HRA qui va par exemple proposer cet accompagnement-là sur la communication pour un entrepreneur. On a Relevo qui va offrir des séances de coaching sportif en visioconférence. On a DataBiz également qui offre un lot aux 3 premiers pour un audit data et IA, intelligence artificielle d'1 heure. Donc, vous voyez là tous les autres qui nous ont accompagnés. Donc, Amsti, Quick, Simplon, Fanta, Sense Startup, Relevo. Euh, Rendez-vous Africa, Centrax, Databiz, USBSB, SG Tour, Autour de Marie, Yexina Home, Fidex, Concri, euh, Dimension L, HRA, Batiboom, Auria, Madame, Mam Racine, Effusion, Étoile africaine, etc. Donc voilà. Donc un grand merci à eux aussi parce que c'est aussi grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. Et surtout merci à vous d'être là, d'avoir pris de votre temps, d'être là pour une semaine avec nous. Et merci beaucoup. Et n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Nous sommes nombreux, donc peut-être qu'on ne pourra pas forcément tout le temps donner la parole, mais n'hésitez pas à mettre vos questions sur le chat et on essaiera d'y répondre dans la mesure du possible. Donc, nous sommes ensemble tous les jours de 11h30 à 13h. Et aujourd'hui, exceptionnellement, on va rester un peu plus longtemps, environ une demi-heure, parce qu'il s'agit du premier jour où il fallait faire une certaine introduction. Et voilà, du lundi au vendredi, on sera ensemble et on compte sur vous pour que ce soit une expérience enrichissante pour nous tous. Merci. Donc, papa, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Non, moi c'est bon. Peut-être s'il n'y a OK. pas de questions, on pourra démarrer. OK. Je vois une question. Je vais juste y répondre. Le ranking va se faire sur Mhm. quelle base? Le ranking va se faire sur la base de votre participation. Donc, il s'agira de voir un peu toutes les entreprises qui seront présentes du jour 1 au jour 5, parce que c'est essentiel pour qu'on puisse travailler ensemble tous les concepts qu'on veut voir. Et ensuite, chaque jour, comme je l'ai annoncé plus tôt, il y aura des défis. À la fin de la session de formation, il y aura un défi auquel vous devrez répondre de façon individuelle, qui sera noté, et c'est à partir de là que voilà, il y aura une note finale pour définir les gagnants. Donc, j'espère que je réponds à la question.
Oui, certains documents vous seront transmis à la fin de la formation. Vous aurez accès à certains supports, bien entendu. C'est bon? Je ne sais pas maintenant si vous voyez le partage d'écran pour le support de la première journée. Moi, je te vois. Moi aussi, je te vois. C'est bon, hein? Alors, si tout le monde est bon, on peut démarrer avec la première séance qui porte sur l'étude de marché. Alors, donc là, l'idée, c'est de vous présenter quelques méthodologies techniques à mettre en œuvre au sein de votre structure pour une étude de marché à bas coût. Donc là, on utilise des logiciels qui n'ont pas de coût, des logiciels, disons, gratuits pour mettre en pratique tout ce qui est étude de marché. Voilà, donc on va commencer peut-être par une présentation de tout ce qui est les avantages, tout ce qu'on peut tirer d'une étude de marché, quelques notions à aborder. Et après, on va plus aller vers un cas pratique. On va prendre un exemple d'étude de marché avec des données. On va montrer l'ensemble des étapes, les étapes les plus importantes, en tout cas, tout ce qui est conception. Parce que quand on veut faire une étude de marché, il faut déjà savoir de qu'est-ce qu'on veut mesurer, le marché qu'on veut étudier, et plus spécifiquement, c'est quoi ma cible, les outils qu'on doit utiliser, et pour ces outils, quelles techniques on va mettre en place. Et dès qu'on a défini tout cela, définir aussi tout ce qui est méthodologie dans la collecte de données, car quand on parle d'études quantitatives, même pour une étude quali, on est obligé d'aller recueillir des données qualitatives. Donc, il faudrait avoir une stratégie qu'on met en œuvre. Et après, dès qu'on a collecté l'ensemble des données, que ce soit des données quali ou des données quanti, il faudra passer après à tout ce qui est traitement, analyse et surtout interprétation. Parce que le but, quand on fait une étude et qu'on a la restitution, il faudrait s'en servir pour prendre des décisions stratégiques. Et quand on n'a pas cette capacité d'analyse, ça sera compliqué de tirer profit de l'étude de marché. Alors, donc, pourquoi faire... j'aurais même posé déjà une question. Est-ce qu'il y en a parmi vous des managers qui ont eu à faire des études de marché au sein de leur structure? Bonjour à tous. Bonjour. Alors, moi, je suis Damsi Diop, je me présente pour Prozen Industries. Donc, on a eu à faire une étude de marché Hmm. avant de démarrer notre activité, avant même de faire le business plan. En fait, nous nous sommes basés sur l'étude de marché pour faire le business plan. Ah, super. C'était dans quel secteur d'activité, s'il vous plaît? Alors, je ne sais pas si vous parlez, mais vous êtes en mute. C'est Diop. Alors, désolé. Oui. Alors, donc, nous sommes dans le secteur de l'agroalimentaire et Hmm. on a une industrie de production de glace en écaille pour la Hmm. conservation des produits halieutiques et certains produits agricoles. Nous faisons aussi des glaçons hein, pour alimentaires, pour les ménages, les hôtels, bars, restaurants, etc. Voilà. Ah, super. Nous C'est une sommes étude dans que le vous secteur. avez fait en interne ou... Ah, excusez-moi. Allez-y. Oui, on l'a fait en interne, ok, Hmm. avec des étudiants de l'IAM et des étudiants de l'ISM Bourg. Voilà. D'accord. Et Donc la zone de couverture, c'était... notre usine est basée à Hambourg, au niveau du quai de Hmm. pêche, mais on a voulu ratisser large et on a pris les étudiants de l'IAM. On leur a confié la région de Dakar
Et les étudiants de l'ISM Bourg, on leur a confié la région de Thiès. Voilà. Allô? Allô? On vous entend, Monsieur Diop. Ah, ok, d'accord. Voilà, en fait. Merci beaucoup. C'était ça la zone de couverture, merci. Merci pour votre contribution. Merci. Pour moi aussi, je voudrais contribuer dans ce sens. On vous écoute, mais n'hésitez pas à nous donner vos contributions dans le chat, vu que nous sommes un peu nombreux, pour qu'on puisse ensuite... Merci, allez-y. Merci. Moi, je m'appelle Amadou Sow. Je suis manager au niveau du cabinet des ESPRO, cabinet de gestion et de management des affaires. Nous aidons les petites entreprises à digitaliser et rendre leur entreprise performante. C'est dans ce cadre-là que nous avons pu faire une étude de marché pour un jeune ingénieur qui venait de lancer dans le secteur de l'aviculture. Et cette année, nous sommes en deuxième année de gestion de cette entreprise-là. Et nous avons vraiment vu les résultats et l'importance des données réelles, un système de management basé sur des données qu'on a pu avoir avec l'analyse des données de son modèle économique par rapport à l'étude de marché. Merci. Parfait, merci beaucoup pour cette contribution. Papa, tu es toujours avec nous? Bonjour. Excusez-moi, j'essaie de faire un nouveau partage, vu qu'il y a des remontées comme quoi l'écriture est... Il y en a qui n'arrivent pas à bien voir. Bonjour. 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 Vous m'entendez? Et on vous entend. Oui, je suis Tamaro Ba et je gère une structure pour les services aux personnes âgées. D'accord. Oui, je voulais demander l'étude de marché dans le cas où, par exemple, nous sommes les premiers à faire ça au Sénégal. Qu'est-ce que ça peut nous apporter, l'étude de marché? Je pense que Alors, tout à l'heure, après la présentation de papa, vous allez vraiment comprendre l'utilité de l'étude de marché. D'accord, Merci. merci. c'est bon. Est-ce que tout le monde arrive à voir le nouveau partage d'écran? Oui, 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 c'est bon. C'est bon, hein? Alors, juste pour répondre rapidement à la question de Fatima, c'était donc, l'étude de marché, le but réellement de l'étude de marché, c'est vous aider à prendre des décisions les mieux éclairées au marché. Mais avoir des données qui viennent confirmer cela, ça vous donne même plus de pouvoir, ouais, même auprès des investisseurs. Donc, l'étude de marché, si on devait résumer en un seul mot, le but, c'est réellement de réduire tout ce qui est incertitude par rapport à votre clientèle ou au marché de manière globale. d'accord. Voilà. Donc, c'est pourquoi, voilà. C'est pourquoi nous, quand on essaie réellement de définir tout ce qui est étude de marché, on dit que c'est réellement un outil d'analyse stratégique. Pourquoi? Parce que ça permet d'analyser des besoins, des comportements sur un marché. Ça peut être le comportement des clients, mais pas que des clients. Ça peut aussi parler du comportement de la concurrence ou bien même des fournisseurs. On parle aussi de l'étude de marché comme base décisionnelle parce que, comme on a dit tout à l'heure, ça permet de réduire tout ce qui est incertitude. Ouais, et on sait que l'investisseur, lui, il a peur de l'incertitude. L'investisseur, c'est pas dans son intérêt de naviguer à vue. Ouais, donc, l'étude de marché, réellement, ça vient en appui dans ce sens. Et ça aussi permet d'avoir une protection contre l'échec. On peut avoir une idée, vouloir se dire que
ça peut marcher, je vais me lancer dedans, mais qu'après, l'étude de marché vient avec des données chiffrées, mesurables, affirmer le contraire. Donc là, peut-être vous allez réadapter votre stratégie pour essayer de voir d'autres circuits d'investissement. Donc, l'étude de marché en un mot, ça permet de lever ou en tout cas de minimiser tout ce qui est incertitude. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a réellement voulu nous appesantir sur le cas pratique, parce qu'après, vous verrez, on va partir de cas pratiques. C'est vrai, avec des données qui sont simulées et divers scénarios vous montrer comment ça peut impacter un business. Maintenant, là, on va essayer de donner 5 raisons qui peuvent pousser un entrepreneur à faire une étude de marché. Il y en a des multitudes, on peut en citer 100, 200, mais on peut résumer ça en 5 raisons. Déjà, ça permet de valider une demande. Ouais. Vous pouvez avoir un aperçu sur un besoin, sur un marché spécifique. Et là, l'idéal, c'est de lancer l'étude de marché pour voir si réellement cette demande, c'est un bruit ou c'est une demande qui peut générer un service rentable. L'étude de marché aussi, ça permet d'identifier tout ce qui est concurrence sur un marché ou bien pour un produit. On peut faire une étude de marché pour essayer de voir c'est qui mes concurrents et même au niveau des concurrents. Dans l'échelle. Adapter l'offre, on peut avoir un produit, on sait que ça marche, il y en a qui le font, qui réellement ça marche. Maintenant, après, comment adapter l'offre à ma clientèle? Parce qu'on sait que le client, c'est pas quelque chose de... En tout cas, le comportement du client, c'est pas réellement quelque chose de stable, ça évolue. Et l'étude de marché, ça permet de coller à cette évolution, savoir réellement c'est quoi les tendances en cours pour tout ce qui est client. Minimiser les risques, comme on a dit, ça permet considérablement de réduire les probabilités d'échec en rate. Un entrepreneur à faire tout ce qui est étude de marché. Là, on va essayer de donner quelques exemples d'échecs sans étude de marché. Le premier, on peut dire qu'on peut courir un risque de produire sans demande. On peut avoir l'intuition que la demande, elle est là, mais qu'en réalité, cette demande, c'est un bruit. On peut avoir, juste un exemple, hein, dans sa localité, beaucoup de gens qui font une demande par rapport à un produit et que là, qu'on ait l'intuition que réellement, il y a une demande pour ce produit. Mais là, quand on fait l'étude de marché, on peut se rendre compte que les coûts de production, si on compare par rapport à la demande, en réalité, on ne peut pas faire des bénéfices, on ne peut pas être rentable. Donc là, si on se lance à l'étude de marché, on peut faire un produit sans demande. Il y a aussi quelque chose de très fréquent, c'est un prix qui est mal positionné. On peut lancer son produit, évaluer les coûts, faire ses marges et là, on fixe son prix de vente. Mais après, sans étude de marché, l'étude de marché peut montrer des distorsions de prix. Parce qu'on sait que le prix, ce n'est pas quelque chose de réellement lisse dans le temps ou même par rapport à des localités. Et là, l'étude de marché peut réellement vous donner des données chiffrées mesurables sur les niveaux de prix selon les divers profils de clients que vous pouvez cibler. Le mauvais emplacement, exemple dans le cadre d'une usine qui a comme client la localité où il s'est implanté, là, ça devient extrêmement important de savoir si les niveaux de prix qui sont pratiqués vont correspondre à ma localisation. Et ça, l'étude de marché peut permettre très bien d'avoir réponse à ces questionnements. Idem aussi pour tout ce qui est cible inappropriée. Là, on peut faire une étude de marché pour voir c'est quoi les diverses cibles qui seront intéressés par mon produit. Et là, on aura des profils, des signalétiques qui vont permettre, vous, en tout cas, l'entrepreneur de savoir c'est quel profil vous devez cibler. Maintenant, quand vous ne faites pas ça et que vous vous lancez là dans le tas, vous pouvez vous retrouver
face à cette difficulté, que vous ayez des cibles qui ne sont pas réellement intéressées par les produits que vous voulez commercialiser. Donc là, c'est réellement des exemples des exemples d'échecs sans étude de marché. Maintenant, on sait qu'au Sénégal, il y a beaucoup d'entrepreneurs veulent faire des études de marché, mais après, ils disent que c'est cher. Effectivement, les études de marché, c'est plus ou moins cher parce que ça demande trop de ressources. Surtout qu'ici, ce qui est compliqué, c'est tout ce qui est collecte de données. Parce qu'au Sénégal et plus généralement en Afrique, c'est extrêmement compliqué de faire tout ce qui est collecte en ligne sur des données assez volumineuses. Ouais, donc là, pour l'étude de marché, tout le temps, on est obligé de mettre sur pied des équipes qui font la collecte sur le terrain et ça a un coût énorme. Facilement, on peut atteindre les 5 millions de coûts rien que sur le terrain. Maintenant, tout ça, c'est vrai, ça dépend du volume de données qu'on veut collecter, mais il y a toujours la possibilité pour un entrepreneur qui n'a pas des ressources assez conséquentes ou qui n'est pas en tout cas disposé à mettre dans la partie études de marché des ressources assez conséquentes, il y a des solutions low cost qui peuvent permettre de faire des études de marché. Et la première, on peut citer tout ce qui est enquête en ligne. Maintenant, après, enquête en ligne, au Sénégal, c'est extrêmement compliqué. On a des taux de réponse très faibles. On peut vouloir mettre sur pied un échantillon de 1200 et que même sur 2 mois, on n'arrive pas à avoir les 100. C'est quelque chose de fréquent que même les cabinets de collecte de données font face. Mais ça reste quand même un outil qui peut vous aider quand vous voulez faire des échantillons relativement. Par exemple, si vous voulez faire un échantillon de 30 ou 90 clients, l'enquête en ligne, c'est une solution. C'est vraiment une solution qui peut être adéquate avec votre demande. Il y a aussi tout ce qui est l'analyse des réseaux sociaux, même si après, là, peut-être ça demande des compétences un peu plus poussées, mais avec des innovations sur l'IA, il y a tout ce qui est, même avec Amazon, Facebook ou Twitter, avec des compétences relativement limitées, on peut recueillir là-bas des données et faire des analyses. Maintenant, après, vous me direz peut-être que votre cible n'est pas forcément à ce niveau. Et là, ça peut vous faire rabattre sur tout ce qui est entretien téléphonique avec vos cibles. Maintenant, ça aussi, ça demande que vous ayez tout ce qui est contact par rapport à vos cibles. Sur la même s'il y a aussi, vous pouvez faire du mailing. Si vous avez des formulaires qui sont mis en œuvre, on va après voir des exemples de formulaires. Mais tout ça aussi, c'est des outils low cost que vous pouvez mettre en pratique pour une étude de marché. Il y a aussi l'option enquête terrain avec un échantillon réduit. Vous pouvez peut-être vous baser sur un échantillon, disons, de 90 minimum 90 ou maximum 200 avec un formulaire, disons, assez court. Maintenant, là, il y aura un budget nettement plus conséquent si vous voulez en tout cas des données de qualité parce que vous devez aller recruter des enquêteurs métiers, parce que ça aussi on l'oublie beaucoup, mais l'enquête terrain, c'est un métier, il y a des compétences à avoir, il faudra former l'équipe et éventuellement faire des plannings de déploiement. Et ça peut facilement vous faire jusqu'à 1 million. Il y a aussi des ressources gratuites. Là, c'est plus par rapport aux données. Ça peut ne pas matcher exactement avec votre cible, mais ça peut vous donner la température par rapport à votre business. Il y a les agences gouvernementales. En premier lieu, on peut parler de l'ANSD. L'ANSD, ils ont beaucoup de données, mais après, les gens pensent que l'ANSD fournit uniquement des statistiques. Mais vous pouvez tout le temps aller regarder leur site ou même aller sur place, les interroger sur des thématiques qui vous intéressent. Et là, avec des demandes, ils peuvent vous transmettre des données micro que vous allez pouvoir analyser vous-même. Ouais, même si ce n'est pas en lien direct avec votre clientèle, mais vous pouvez avoir des signalétiques qui répondent parfaitement à votre clientèle. Il y a aussi tout ce qui est études sectorielles publiques. Je peux donner l'exemple de la DGPPE. Eux, ils font beaucoup de publications et là, éventuellement, ça peut vous intéresser, mais là, c'est plus au niveau macro. Il y a aussi les organisations internationales et les ONG, au premier rang duquel
la Banque mondiale, ils ont beaucoup de données, même au Sénégal. Là aussi, eux, ils s'approchent beaucoup plus de tout ce qui est macro. Pour les ONG, par contre, les ONG, vous pouvez tout le temps vous rapprocher d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils font beaucoup d'enquêtes terrain. Beaucoup d'enquêtes terrain, donc ils ont des données sur plusieurs thématiques. Donc, c'est bien parfois de vous rapprocher des ONG, de vous expliquer, de les expliquer vos besoins. Et là, même si le partage des données, c'est quelque chose d'extrêmement sensible, avec des accords, en tout cas, vous pouvez avoir des données micro que vous pouvez traiter sous certaines conditions et ça peut réellement vous convenir par rapport à vos business. On parle aussi des statistiques nationales que beaucoup de ministères font. Je peux donner l'exemple du ministère de l'Éducation et ils sont très productifs par rapport à ça. Mais là aussi, c'est beaucoup plus des données macro. Voilà. Maintenant, après, si réellement Papa, vous pouvez... Oui. excuse-moi de t'interrompre un instant, juste pour dire à nos Mhm. participants, parce qu'on reçoit beaucoup de questions dans le chat, et pour les traiter plus efficacement, il serait peut-être plus intéressant. Vous avez en bas de votre onglet Q et R, Q.et R. Donc, vous pouvez aller là-bas et mettre vos questions directement. D'accord? Comme ça, elles ne se noient pas dans le chat éventuellement. Merci. C'est ma... Alors, donc pour revenir, si maintenant après, si réellement ce qui vous intéresse réellement, c'est vous, votre clientèle, là, la solution la plus simple, c'est de faire des questionnaires par vous-même et soumettre ces questionnaires à votre clientèle ou éventuellement à des profils qui s'approchent beaucoup plus de votre clientèle. Et dans ce cadre, on va proposer des méthodologies pour faire une étude de marché. Et pour ça, là, on va utiliser juste deux outils. On va utiliser Office, surtout avec Excel, et l'outil Kobo Collect pour la construction du formulaire. Il y a plusieurs outils là, comme Google Form, mais Kobo Toolbox, ça présente un avantage. C'est un logiciel extrêmement puissant, très puissant, qui est même utilisé. Nous on l'utilise beaucoup au sein de Lossard Consulting, dans nos études de marché, dans nos enquêtes terrain, parce que ça offre plusieurs possibilités dans tout ce qui est programmation. On a la possibilité de faire plusieurs filtres, on a même la possibilité de faire des vidéos, des enregistrements, prendre tout ce qui est positionnement GPS. Et ça, c'est un outil 100% gratuit. Maintenant, après, la prise en main de l'outil en soi n'est pas compliquée. Pour un niveau débutant, on peut l'utiliser en mode clic, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire de la programmation. On peut développer en 5 minutes, on va après voir si on a le temps, on va voir un exemple de programmation de formulaire dans le cadre de cet exercice, assez facile. Et même pour ceux qui sont intéressés par l'outil, ils peuvent après nous contacter. On va essayer de voir comment travailler avec eux pour les aider à avoir une prise en main de l'outil. Et on va aussi utiliser Excel dans la collecte, dans le traitement des données. On va faire un traitement relativement simple pour répondre à des besoins. Maintenant, pour faire une étude de marché, des fois, les gens pensent que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Mais après, je le considère, ce n'est pas quelque chose de simple, mais avec des étapes qui sont fixes, si on fixe des étapes, on travaille sur chaque étape, il y a possibilité réellement de faire une bonne étude de marché sans compétences, sans l'aide en tout cas des cabinets d'études de marché. Donc la première chose, la chose qui est fondamentale, c'est de clarifier l'objectif. Ça, c'est super important de faire. La chose la plus importante, c'est déjà de clarifier l'objectif. Faut pas, dans une étude de marché, il ne faut pas essayer de faire un fourre-tout. Il y a des entrepreneurs, eux, ils prennent divers objectifs qui sont en soi divergents, ouais, pour faire une étude de marché. Et là, déjà, ça complique votre formulaire parce que vous allez parler de sujets qui sont extrêmement, qui n'ont en tout cas pas de lien direct. Et là même, vous allez perdre votre cible. Ouais, un peu. Donc, dans
dans la rédaction des objectifs, il faut être le plus précis possible et ne pas mettre sur le même panier des objectifs qui peuvent être divergents. Donc là, c'est extrêmement important. Cette première étape, la rédaction de tout ce qui est objectif. C'est pour ça, nous, au sein de l'OSAP, quand on a des partenaires qui veulent faire des études de marché, on prend énormément de temps dans la rédaction des thèmes de référence. Et là, on essaie de circonscrire l'étude. On peut, même sur plusieurs besoins, on peut dire aux partenaires, attention, là, avec les besoins que vous avez spécifiés, ce n'est pas pertinent de faire une seule étude. Ouais, là, en gros, ça peut faire 2, 3 ou une étude. Donc, l'idée, c'est de vous focaliser sur les actions prioritaires. Qu'est-ce que vous voulez mesurer en priorité? Quels sont les éléments qui peuvent aller ensemble sur une étude de marché? Et là, vous clarifiez vos objectifs. Ça va vous permettre vous-même, l'entrepreneur, de bien identifier votre cible. Quand l'objectif est bien défini, vous aurez la possibilité de savoir réellement c'est quoi la cible. Ouais, parce que là, dans ce cas précis, ça va nécessiter d'aller vers tout ce qui est recueil de données. Et quand on parle de recueil de données, on doit aller vers la bonne cible. Et quand on identifie la bonne cible, là, on aura des données de qualité. Ouais. Et quand la cible elle est bien identifiée, on travaille après sur tout ce qui est outils, les outils qu'on va mettre en pratique. Dans outils, on peut faire ça en deux, tout ce qui est outils et méthodologie. Exemple, dans la méthodologie, est-ce que je vais faire une enquête quantitative ou bien une enquête quali? Et dans l'enquête quali, même si j'opte pour une enquête quali, c'est quoi? C'est quelle approche je vais adopter? Est-ce que je vais juste faire des focus group, je vais faire une observation directe des industries ou bien même des IDI. Ouais. Maintenant, après, quand c'est l'enquête quanti, j'opte pour l'enquête quanti. Quel outil de collecte de données je vais utiliser? Je vais utiliser Kobo Collect, je vais utiliser Google Forms, Survey Studio. Il y a une multitude d'applications qui font tout ce qui est collecte de données. Ça, on s'accorde dessus. Maintenant, après, on lance l'étude, on fait la collecte, on a les données, et quand on a les données, on fait un travail d'appurement, puis on analyse les données, on passe à l'interprétation. Et après interprétation, c'est là où on sera en mesure de prendre des décisions. Ouais, donc là, si vous voulez, c'est le roadmap de tout ce qui est étude de marché. Alors, on va partir d'un cas pratique. C'est fictif, hein? Le cas, on a imaginé un scénario où une entreprise qui est dans l'agroalimentaire, une entreprise qui a déjà une base de 314 clients, c'est des clients qui ont l'habitude de faire des commandes au sein de l'entreprise. Ouais. Maintenant, après, l'entreprise, le scénario, on se dit que l'entreprise a vu que sur le marché sénégalais, il y a une opportunité pour les jus qui sont 100% bio. Ouais. L'entreprise a travaillé en amont sur son structure de production et il sait qu'il peut rentabiliser le produit s'il vend le litre à 2000 francs. Le 500 millilitres, le prix auquel il sera rentable, c'est à partir de 1000 francs. Et pour le 250 millilitres, c'est à 500 francs. Maintenant, lui, il veut savoir s'il lance son produit, est-ce que déjà ça va intéresser sa clientèle déjà, les 314 clients qui font des commandes régulières sur d'autres produits, mais aussi ils ont la capacité de payer au prix auquel l'entreprise sera rentable. Donc là, c'est le questionnement de base que l'entrepreneur s'est posé. Ouais. Et comme il a sa base de 314 clients qui font régulièrement des commandes, il s'est dit pourquoi ne pas aller sonder ces 314 clients pour voir si réellement mon produit les intéresse et que ça va marcher ou pas. Donc là, première étape, il faudra définir l'objectif. Donc là, on a deux objectifs. Un, essayer de voir l'appétence du produit. Est-ce que le produit intéresse ma clientèle? Ça, c'est la première chose à savoir. Et deuxième chose, c'est est-ce que ma clientèle, en tout cas la partie qui est intéressée, est-ce qu'ils sont disposés à acheter
à ces niveaux de prix. Ouais, et là, on résout tout ce qui est lié à la partie objectif. Maintenant, après, la seconde partie, alors il faut que je projette l'autre. Bon, c'était là. Voilà, excusez-moi. Après, je vais aussi partager un fichier Excel sur lequel on a la base et on a fait quelques travaux pour vous donner une idée de l'ensemble des étapes qu'on a fait pour cette étude. Donc là, dans la définition des objectifs, première chose, comme objectif, on essaie de voir l'appétence des clients, c'est-à-dire mesurer l'intérêt des clients pour le produit qu'on essaie de mettre sur le marché, la capacité déjà, est-ce que mes clients, déjà, s'ils sont intéressés, ils sont disposés à mettre les prix parce qu'ils peuvent être intéressés, mais que le prix soit au-dessus de la concurrence ou au-dessus même des moyens ou ce que veulent mettre les clients comme prix. Après, la viabilité, essayer de voir si je mets mon produit sur le marché, mais parce que après, s'il y a un seul client qui est intéressé, c'est pas, le modèle ne sera pas viable. C'est pourquoi on parle de la viabilité commerciale du business. Maintenant, après, peut-être j'aurais une question. Là, actuellement, est-ce que vous jugez pertinent pour l'étude de marché de se concentrer, de se focaliser uniquement sur la base des clients existants? Par rapport à l'approche, est-ce que vous la jugez pertinente? Non. Mhm. Oui, vous pouvez développer, s'il vous plaît? Bonjour, c'est Papa Ibrahim Badian de Agronova Terra, qui est une ferme intégrée de production de papaye, d'aviculture et de pisciculture. Donc, moi, je pense que c'est acceptable de se baser sur la base des clients qu'on a déjà. Vu qu'on a déjà leur contact et que, comme vous avez expliqué un peu en haut, que l'étude de marché est un peu coûteuse et parfois ça prend du temps. Et déjà, on a une base de clients qui sont déjà là et qui connaissent déjà les produits qu'on propose, qui connaissent aussi la qualité des produits de l'entreprise. Donc, si l'entreprise tend vers les produits bio, ce ne sera qu'un plus, une diversification de plus. Donc, se baser sur cette base de clients et essayer d'avoir, de savoir aussi, de leur faire accepter le produit et ensuite élargir son cible pour rendre vraiment le projet plus rentable. Je pense que c'est bon. C'est mon point. Okay, merci. Super. Merci encore. J'aurais bien aimé avoir l'avis de, je pense, c'est Ramatoulaye, qui ne partage pas, en tout cas, qui n'est pas d'accord sur le fait qu'on fasse le sondage sur la base des clients existants. Oui, monsieur, merci à vous. Donc, C'est à pour vous. ma part, j'ai dit non parce que c'est intéressant dans le cas où on a un produit, une prestation à faire, à proposer, mais si on tend vers un autre produit ou bien à extendre nos prestations par rapport à un service bien déterminé, il serait intéressant non seulement de pouvoir faire une extension, donc ne pas se limiter à ce qu'on a, mais d'extendre donc nos antennes pour pouvoir capter d'autres cibles, d'autres partenaires, d'autres clients qui seront intéressés par ce produit même. Mais pourquoi pas? Ça pourra aussi une porte d'entrée pour ces clients-là
peut-être d'aborder également ce qui existe déjà, en plus de les finaliser. Donc, je pense que c'est plus intéressant à chaque fois de chercher à dépasser les limites que de juste chercher à fidéliser seulement l'existant. Donc, pour faire une pierre deux coups. Super, super, c'est très bien. Il y a Aïssatou Koundé et Seynabou Samba qui lèvent la main. Oui, Oui, allez. bonjour monsieur, comment Oui, allez-vous? bonjour. Bonjour, C'est Seynabou Samba de Sania Consulting. Donc, on enchanté. évolue dans la production transformation agroalimentaire. Donc, moi, je suis David avec Ramatoulaye. Donc, je dirais vaut mieux chercher d'autres personnes, d'autres gens qui vont peut-être interpréter ton nouveau produit en plus de ce que tu as déjà comme client. Donc, ça sera un plus, parce que tous les 313 peuvent ne pas être intéressés par ton nouveau produit. Donc, il vaut mieux chercher d'autres qui vont peut-être balayer un peu les résultats que tu vas avoir. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais Oui, intervenir Madame sur Koundé. la question. Bonjour. Oui, bonjour, Madame Koundé. Oui, allez-y. Je dirais effectivement, je dis absolument. S'il vous plaît, on va peut-être lever la main et Alors, est-ce attendre que qu'on vous nous donne recevez? la parole pour parler, pour qu'on puisse se Oui. comprendre. Je pense C'est bon, l'avoir. je peux y aller? Ah, ok, continue. D'accord. Bonjour, moi, je m'appelle Aïssatou Koundoul. Je suis dans la transformation et la commercialisation du riz de la vallée. Ben, moi, je ne suis pas trop adepte de l'étude de marché. Je m'explique. Parce que déjà, en tant que jeune entrepreneur, l'expérience que j'ai faite est qu'à chaque fois qu'on veut attendre les résultats des études de marché, non seulement que c'est un coût pour un entrepreneur qui a qui n'a pas beaucoup de revenus, qui veut démarrer. En plus, la plupart des entreprises qui disent nous faire des études de marché, la plupart du temps, ce n'est pas des études de marché en tant que telles. C'est juste un monsieur qui a un canevas bien donné et qui le répète pour chaque projet. Ben, moi, je me dis que la meilleure façon de faire l'étude de marché, c'est sur le tas, c'est-à-dire avec les clients qu'on a déjà. Quand on reste à l'écoute des clients, parce qu'il n'y a pas meilleur retour que celui du client. Parce qu'avec les clients, quand on est bien à l'écoute, on a leurs suggestions, leurs remarques et leurs critiques. Maintenant, quand on prend le soin de bien noter cela et de les analyser, au fur et à mesure, on fait une bonne étude de marché soi-même, sans pour autant que ça ait des coûts. Ben, je comprends, je suis d'avis que ce n'est pas la meilleure des manières, mais pour avoir fait l'expérience, moi, c'est la formule que je préfère. D'accord, merci. Merci, Madame Koundoul. Oui, le suivant, c'est qui? Amadou Sow. Oui, c'est ça. Merci. Je pense que comme l'a dit, comme vous l'avez présenté, c'est un très bon processus pour mesurer le pouvoir d'achat de vos clients déjà obtenus. Et à partir de l'analyse, effectivement. Man la Fatmata Touré Thiès, entreprise dignité, justice, fraternité. Man dama ñëw pour Bienvenue. laaj problème écoulement moom laa am. Par période ngay mën a jaay lu bari, mais à part période par tuuti ngay jaay te day fekk ñu defar quantité de ce fait loolu bu dee par tuuti lay jaay mooy sama problème ma bëgg ngeen jàppale ma si. Merci beaucoup.
Merci. Je peux continuer? Oui, allez-y. Merci, M. Faye. Et je pense qu'effectivement, le processus que vous avez présenté est très favorable parce que ça va renseigner sur le pouvoir d'achat du client, sur votre modèle économique, le bloc numéro 1 qui vous permet de déterminer toutes les spécifiques de votre client, vous renseigne après analyse et interprétation par rapport à vos objectifs de vente et de pénétration ou de positionnement sur votre part de marché par rapport à vos concurrents. Vous pouvez avoir la lisibilité et la visibilité des données déjà analysées et par conséquent, effectivement, vous pouvez augmenter vos marges de vente sur la base de ce process. Moi, je trouve absolument que c'est une très bonne approche d'analyse et d'étude de marché, et d'où son intérêt. Merci. Merci, M. Vous avez donné ma réponse, en fait. Bon, je vais rejoindre M. Sow. J'ai baissé la main parce que je vais rejoindre M. Sow par rapport à son analyse. Merci. Merci, M. Diop. Oui. Juste pour répondre un peu, avant d'oublier à ce qu'a soulevé Madame Koundoul. Et justement, c'est ça l'idée pour laquelle on a fait ce challenge. On sait que les études sont coûteuses et qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se disent, OK, moi-même, l'expert qui vient faire l'étude, peut-être que je suis mieux, je connais mieux mon marché, je connais mieux mes clients. Ouais, parce que même ce que vous avez décrit, en réalité, c'est une étude de marché. Seulement, ça n'a pas été documenté. Ouais. Et l'idée, c'est non seulement de documenter et de respecter les étapes. Parce que là, on veut que l'entrepreneur puisse avoir les bagages pour faire l'étude de marché lui-même en réalité. Ouais, parce que quand vous allez sonder vos clients sur diverses thématiques, là, vous faites une étude de marché. Ouais. Mais après, derrière, ce serait bien que tout ça soit structuré, que vous faites des formulaires bien structurés, que vous faites des recueils de données, que vous centralisez ces données et que vous analysez ça. Vous analysez ça. Parce que le risque après, c'est que vous pouvez avoir un biais. Ouais, vous pouvez communiquer avec plusieurs clients, mais après, l'esprit humain ne peut pas tout retenir. Vous allez peut-être juste retenir les recommandations ou avis de certains clients qui vous ont le plus marqué. Maintenant, après, réellement, est-ce que dans la masse, c'est ça qui détermine réellement vos clients? Et ça, les données collectées en masse, analysées en masse avec des structures bien structurées, avec du clustering, ça va permettre vous de réellement savoir, de réellement peaufiner votre stratégie. Et autre chose, par rapport à la cible, parce qu'on a vu qu'il y a, pour les réponses qui ont été données, on peut scinder ça en deux. Il y en a qui sont d'accord sur le fait qu'on peut partir sur la base des 314 clients et faire notre étude. Il y en a qui ne sont pas d'accord, qui se disent que ces 314, ce n'est pas forcément leur perception qui vont compter. Vu que c'est déjà des clients, je vais essayer de sonder d'autres clients pour avoir leur perception. Maintenant, quand on fait une étude de marché, quand on fait un sondage de manière globale, un sondage, l'idée derrière, c'est de ne pas uniquement se focaliser sur les personnes qu'on a sondées, mais on se concentre beaucoup plus sur le profil, parce que c'est au profil qu'on vend. Ouais, un peu. Donc, si dans ma base de données, comme l'a bien dit monsieur Sow, dans ma base des 314, j'ai divers profils. Si je fais le sondage, je connais c'est quels profils qui sont éventuellement intéressés par mon produit. Et là, j'extrapole. Si demain, vous devez aller vers d'autres clients, vous devez, exemple, recruter des agents marketing qui font tout ce qui est commercialisation de vos produits, vous avez une idée du profil de clients qui seraient éventuellement intéressés par vos produits. Ouais, et là, vous gagnez en temps. Ouais, vous peaufinez vos ciblages. Et le ciblage, ce n'est pas quelque chose de statistique. Le but, demain, si vous allez sur le terrain, vous rencontrez d'autres clients potentiellement intéressés avec les profils que vous avez définis. Vous allez essayer de comparer maintenant après les taux de conversion des clients. Est-ce que le taux de conversion est beaucoup plus rapide au sein du profil que j'ai ciblé? Est-ce qu'il y a une différence par rapport aux autres profils? Et là, vous savez si réellement vous êtes dans le bon sens ou pas. Ouais, donc c'est pour ça.
En tout cas, je suis d'avis pour ceux qui trouvent que les 314, c'est une base utile et extrêmement bon pour se lancer. Et puis, l'autre aspect aussi, c'est que ça, vous allez faire à moindre coût parce que vous avez déjà les contacts. Ouais, donc, réellement, je trouve que c'est un bon point de départ pour réaliser l'étude. Et l'autre chose aussi qui va me permettre de rebondir sur le second point, même pour ces 314, vous n'êtes pas obligé de sonder l'ensemble de ces 314 clients. Ouais, quand on fait un sondage, l'idée, le plus important, c'est deux choses. Avoir une base représentative et autre chose, bon, ça va même s'entremêler. L'autre chose aussi, s'assurer que la sélection, elle est aléatoire. Et dans tous ces 314, en supposant que, comme là sur l'exemple, on va sonder uniquement 90 clients sur la base de ces 314, ce qui est assez acceptable. Sur ces 314, je dois prendre 90. Maintenant, pour ces 90, tu n'as pas le droit, la personne qui fait en tout cas le sondage, il n'a pas le droit de faire un tirage selon la disponibilité, exemple, selon la disponibilité des clients. Ou bien il se dit, je vais prendre les 90 qui achètent le plus. Ouais, ou bien les 90 que je vois en premier. Il y a des techniques qui ont été développées pour avoir un échantillon assez représentatif. Et là, la technique la plus simple qu'on va voir dans cet exemple, c'est l'échantillonnage aléatoire simple. Ouais, et ça, en un mot, l'idée, c'est que chaque client a la même probabilité d'être pris. Ouais, c'est comme si vous prenez les clients, vous mettez les noms dans un sac et que vous rentrez vous faites une sélection à l'aveuglette. Vous sélectionnez 90. L'idée, c'est ça. Ouais, et ça, vous pouvez très bien le faire avec Excel. Alors, évidemment, il y a d'autres méthodologies qui sont appliquées parce que la méthodologie, ça va dépendre de la configuration de votre base de données. Exemple, si vous avez une base de données tout à fait homogène, une base tout à fait homogène, là, l'échantillonnage aléatoire simple sera parfait. Maintenant, si vous avez des bases clusterisées, exemple, si dans votre base de données, vous avez 90, dans votre base de données 314, les 200 les 250 exemples sont des femmes, le reste des hommes, on sait que la proportion de femmes est nettement plus élevée que la proportion d'hommes. Donc là, le mieux, c'est de faire deux groupes et dans chaque groupe, faire un tirage. Tenir compte aussi du poids. Là, c'est l'exemple le plus simple. Mais après, il y a d'autres paramètres qu'il faut prendre en compte qui peuvent faire que dans votre échantillon, que vous n'ayez pas un groupe homogène. Et ça, c'est la partie la plus compliquée quand on fait un échantillon. Ouais, parce qu'il ne faut pas oublier, il faut toujours prendre en tête que quand on fait une étude de marché, on veut connaître la perception des clients. Ouais, et si on veut connaître la perception des clients, il faut prendre les clients qui se ressemblent le plus. Ouais, donc, quand dans votre échantillon, vous n'avez qu'une partie des clients, donc là, globalement, quand vous faites la restitution, vos résultats seront totalement biaisés. Ça peut vous amener même à prendre de très mauvaises décisions parce que vous n'avez sondé en réalité qu'une partie. Vous n'avez la perception qu'une partie de votre client. Ouais. Et l'échantillon, quand elle est bien éparpillée dans chaque sous-groupe, j'ai pris la personne qui représente le mieux mon sous-groupe. Donc là, vous aurez l'idée globale de votre population. Ouais, donc là, c'est réellement la partie la plus délicate de l'étude de marché. Et là, exemple, sur ces 314, on a pris la décision de sonder 90. Maintenant, il y a des méthodes statistiques qui permettent de faire des tirages beaucoup plus justifiés, disons. Il y a des formules statistiques qu'on utilise. Maintenant, ces formules statistiques, vous n'êtes pas obligé, vous, quand vous faites un échantillon disons, à bas échelle, de tenir ça en compte. Ouais. Donc là, avec Excel, je vais essayer de projeter le fichier Excel.
Assalamu alaikum. Alaikum salam. Alors, s'il vous plaît, Salam alaikum. vous arrivez à voir? Alaikum salam. D'accord. Man la Fatmata Touré Thiès. Oui, Sama alaikum groupement salam. d'unité justice fraternité. Damay laaj man problème écoulement laa am. Ah, Problème d'accord. écoulement. Ah, d'accord. Ah, Waaw moom Madame laa Touré, ça am. va? Oui, ça va. Ça va, yaa ngi si jàmm. En fait, je sais pas comment répondre par rapport à ça, parce que problème d'écoulement, GIE là, vous dites. Waaw. Léegi ñin kii bi lii nii dañ doon def benn espace kii nga ko dañu doon def benn formation boo xam ne lii actuellement pour wane jéem a wane entrepreneur yi nan la ñu mën a def à leur niveau ñoom ba def ay études de marché mën a xam seen clients yeeg yooyu. Waaw. En gros tey formation bi ci loolu la woon. Je peux essayer de la répondre. Maintenant que Dieu me tontu. Oui, allez-y. Bien sûr. Madame, je pense bien que comme les gars et cours je pense bien que l'eau non nga faussé. Je pense que c'est étude de plan. Ni nga war a def pour écouler sa marchandise bi loolu nga faussé parce que avant ngay commencer def sa produit tout si tu fekkoon jàng nga nan ngay boo defee sa produit ba pare nan nga koy dugalee ci marché bi là peut-être problème bi doo ko am. Parce que boo defaree sa produit ba pare xamoo kan nga koy jaay ak ban moment da ko nit ñi di soxla quel que soit alpha da ngay am problème mu écoulé ko xaw ma nag ba xam tontu naa la bu baax. S'il vous plaît, vous allez à voir. Oui. Dégg ngeen ma bu baax. Oui, on entend, oui. Ok kon madame dégg nga ma parce que écoulement bi du benn plus benn égal ñaar. C'est pas bien une question technique là et tout. Ça dépend dafay indi paramètres yu bëri da nga koy mën a dugal pour xam ban moment ngay écouler sa produit léegi nag jàngat bi nga war a def boo ko fausé rek mën ngaa am problème yi ngay jànkonteel ci mën ngaa am. Ok, merci. Merci à vous. C'est bon, vous arrivez à avoir le fichier Excel qu'on a partagé? Oui. C'est bon. Donc là, c'est juste une base. C'est une base fictive hein, de 314 clients qu'on a généré. Et supposons que l'entreprise, quand elle traite avec ses clients, il a tout ce qui est prénom, nom, le sexe, l'âge, tout ce qui est fonction, numéro de téléphone et adresse. Ouais, donc là, c'est un bon point de départ pour un entrepreneur qui a déjà ça. Parce que déjà, ça renseigne sur tout ce qui est signalétique. Et j'anticipe un peu, hein, les données signalétiques, il ne faut jamais les négliger. Ouais, les données signalétiques, c'est la chose, c'est une chose en tout cas extrêmement importante. Parce que c'est ça qui va vous permettre de vous projeter vers d'autres cibles, les données signalétiques. Donc, tout ce qui est signalétique, il faut vraiment avoir l'habitude de recueillir ça quand vous traitez avec vos clients. Et vous verrez que ça va beaucoup vous servir. Donc là, on a vu que l'entreprise, elle a 314 clients. Maintenant, elle va faire le sondage. Maintenant, pour le sondage, vous n'êtes pas du tout obligé de sonder les 314. Alors là, pas du tout. C'est comme exemple pour les sondages présidentiels. Vous voyez, quand on vous dit que quelqu'un va être élu à 54%, vous dites non, moi, on ne m'a jamais sondé. Ouais, donc, il faut juste avoir un échantillon représentatif. Pour les sondages présidentiels, c'est rare de voir un cabinet qui dépasse plus de 5000 personnes. Quand vous avez une bonne, comme j'ai dit tantôt, quand vous avez une bonne distribution de votre échantillon, vous aurez d'excellents résultats. Et c'est ça que vous projetez juste à ça. Si vous avez 1000 clients, vous traitez avec 1000 clients, vous voulez faire une étude de marché ou bien même une enquête de satisfaction au sein de vos 1000 clients, vous n'êtes pas du tout tenu de faire appel à l'ensemble de vos clients. Avec même 200 clients, vous pouvez avoir des résultats extrêmement probants. L'idée, c'est de faire un bon échantillonnage. Et on va essayer de faire ici une méthode
très simple d'échantillonnage. Voilà, sur ces 314 clients, on va faire déjà le questionnaire. On va partir d'un questionnaire très, très simple avec six questions. La première question, on va juste demander, est-ce que le client a l'habitude d'acheter des jus bio 100% naturels? Et encore une fois, je vais juste peut-être revenir en arrière. Quand vous faites votre questionnaire doit être directement corrélé aux objectifs de l'étude. Quand vous avez les objectifs de l'étude, vous pouvez les scinder après en sous-thèmes dans chaque thème. Qu'est-ce que je vais aborder? Et c'est ça qui va vous permettre, vous, de déterminer les questions sur lesquelles vous allez sonder vos clients. Et pour ça aussi, faites le plus précis possible. Des questions très claires en tout cas, avec des modalités de réponse relativement compréhensibles. Parce que si c'est compliqué, la cible ne va pas bien comprendre et alors elle aura tendance à donner des réponses pas du tout claires. Donc ça aussi, c'est extrêmement important. Là, pour le coup, on a été très simple. On a choisi six questions. On essaie de voir l'appétence pour le bio ou pas. Les habitudes de consommation, c'est-à-dire où est-ce que le client a l'habitude d'aller chercher ces types de produits. Les formats d'achat, c'est quel format qui les intéresse le plus. Ça, c'est directement corrélé aux objectifs de l'étude, car souvenez-vous, on a dit que l'entreprise qu'elle compte fabriquer pour les formats, c'est du 1 litre, 500 ml, 250 ml. Ouais. Les prix du marché, c'est-à-dire à quel prix le client, lui, il a l'habitude d'acheter ces produits. Après, le prix limite, c'est-à-dire le client, lui, quel prix il est disposé à payer pour le produit. Et après, on a mis une question sur tout ce qui est préférence. Là, c'est beaucoup plus pour voir si le produit va intéresser, en tout cas, quel goût va intéresser la clientèle. Donc ça, on l'a fait. Après, pour tout ce qui est échantillon, là, on a juste repris la base des clients. Alors là, c'est beaucoup plus proche de la méthode des quotas. C'est l'échantillon qu'on a utilisé pour l'exemple, les 90. Mais vous pouvez tout aussi appliquer des méthodes très, très simples. Je vais montrer une méthode qui ne va pas nécessiter des calculs compliqués. Je vais juste créer une colonne que je vais nommer aléa. Sur Excel, il y a la formule aléa. Et si j'applique cette formule, ça me génère un nombre aléatoire. Un nombre aléatoire entre 0 et 1. Maintenant, si j'ai ça, j'incrémente, ça descend carrément sur l'ensemble de ma base. Si vous regardez sur l'ensemble des 314 clients que j'ai, pour chaque client, il y a un nombre qui a été généré. Ouais. Et si je filtre ça, je vais filtrer. Et là, je fais juste un rangement. Vous voyez, j'ai généré des nombres aléatoires. Je fais juste un rangement maintenant. Je vais trier du plus petit au plus grand. Et là, vous choisissez juste les 30 premiers. Non, on a dit 95. D'accord. Exemple, si je prends ça peut vous faire un échantillon relativement représentatif. Papa, je ne sais pas si tu parles, on dirait qu'on t'a perdu. Non, je ne parle plus. J'essaie de faire des modifs. Excusez-moi. Allô? C'est bon, hein? Si c'est bon, on t'entend à nouveau. Voilà. Donc, là, on vient de faire la construction d'un échantillon aléatoire.
Ouais, donc vous, quand vous avez fini votre formulaire, là, c'est les clients que vous avez à sonder, les 90 clients que vous avez à sonder. Et là, vous avez tout ce qui est nom, prénom et le plus important, le contact. Après, derrière, il faut peut-être, ça maintenant, ça va dépendre des ressources que vous avez. Ouais, est-ce que vous allez procéder par enquête téléphonique? Est-ce que vous allez procéder par mailing? Est-ce que vous allez les renvoyer tout ce qui est formulaire par mail? Donc là, c'est tout ce qui est terrain, mais vous avez déjà une bonne base de sondage. Maintenant, après, quand on a une base de sondage, quand on fait un tri et qu'on a une base de sondage, avant d'aller sur le terrain, il faut faire, là aussi c'est extrêmement important, il faut faire une comparaison des paramètres clients et des paramètres base de sondage. Je m'explique. C'est-à-dire, si votre base de sondage, vous devez avoir pour les signalétiques les plus importantes les mêmes proportions. Exemple là, pour tout ce qui est relatif au sexe, quand vous avez votre base, vous allez voir déjà si les proportions pour les hommes, femmes, est-ce que vous avez les mêmes proportions au sein de votre échantillon? Ouais, et là, je vais juste peut-être retourner. Excusez-moi, je vais juste valser sur les deux. Voilà, c'est ça qu'on appelle les proportions. Exemple, sur la population de l'ensemble des clients, ce qu'on avait, c'est que 49,7% des clients, c'était des femmes et 50,3% des hommes. Donc, cette proportion-là, elle doit se répéter au niveau de mon échantillon. Ouais, là, on est à des écarts acceptables, 49,7% de femmes dans la population totale. Dans ma base client, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle population. Et dans l'échantillon, j'ai 50% de femmes et 50% d'hommes, ce qui est très bon. Ouais. Et l'âge médian, on était à 35 ans. Et dans mon échantillon, je suis toujours à 35, ce qui est très bon. Et l'âge moyen, on était à 36,05 au sein de l'ensemble des clients. Et sur mon échantillon, je suis à 35,6. Et pour les CSP aussi, on peut éventuellement regarder si on a des proportions identiques. Ouais. Et quand j'ai ça, j'ai un excellent échantillon. Ouais. Quand j'ai fait mon échantillonnage, je vérifie juste que j'ai ces proportions. Et normalement, quand on respecte les critères dont on a parlé récemment, on doit avoir un bon échantillon. Maintenant, il faut toujours vérifier que les proportions sont respectées. Et une fois que ça c'est effectué, je peux procéder je peux aller directement vers mes clients pour les sonder. Il y a l'autre partie, je pense que le temps ne va pas nous permettre de le faire. On aurait aimé voir comment réaliser un formulaire test sur Kobo Collect. Ouais, maintenant, après, je ne sais pas si après on va envoyer quelque chose pour vous appuyer dessus ou pas. Mais bon. Voilà. Et là, cette partie, c'est tout ce qui est analyse des données. Ça suppose qu'on a respecté notre procédure de sondage, on a mis en place nos outils. Est-ce qu'on va le faire par téléphone ou par mailing? Et quand c'est défini, on peut passer à tout ce qui est analyse des résultats de l'étude. Et oui, avant que je n'oublie, quand on fait des sondages, il y a quelque chose d'assez courant, surtout avec des bases préétablies. On peut avoir notre échantillon et qu'on va vers un profil et que le profil ne soit pas disponible ou bien même ne veuille pas répondre au sondage. Donc là, on est obligé de procéder par remplacement. Maintenant aussi, le remplacement, quand on fait un sondage, ça répond à des critères très clairs. Exemple, si vous,
il y a une personne que vous deviez sonder. Disons que c'est une femme. Une femme qui est médecin, qui a 35 ans et qu'elle refuse de participer au sondage. Donc, vous êtes obligé de procéder par remplacement. Maintenant, quand vous procédez par remplacement, vous devez respecter les mêmes critères. Vous n'allez pas faire un nouveau tirage aléatoire. Vous devez aller sur votre base, essayer de voir un profil qui se rapproche le plus de la personne qui a refusé de participer au sondage. Donc, dans ce cas précis, déjà, on cherche une femme, idéalement médecin, et aussi qui a 35 ans. Et si maintenant après, c'était un cas unique au sein de votre échantillon, comme je l'ai dit, vous cherchez la personne qui se rapproche la plus d'elle. Ouais, exemple, si vous n'avez plus de médecin disponible dans votre base de sondage, ok, vous allez juste essayer de voir une femme qui a 35 ans et vous allez regarder les autres CSP. Et là aussi, vous êtes extrêmement prudent de sorte à ne pas tordre les autres groupes de CSP que vous aviez. Ouais. Donc ça aussi, c'est un élément pratique qu'on rencontre sur le terrain quand on fait des sondages. Et si vous ne respectez pas ces règles de remplacement, ça peut biaiser carrément votre échantillon et ça va se ressentir sur les résultats que vous allez obtenir. Donc là, pour ce cas précis, on va vous montrer juste avec une analyse bivariée comment on peut obtenir des résultats qui peuvent vous servir dans votre stratégie, à la réponse en tout cas des problèmes qui ont été soulevés, qui vous incitent en tout cas à faire cette étude. Donc, on a fait un tri déjà à plat sur tout ce qui est habitude d'achat, sur les données qu'on a générées de manière aléatoire. Donc là, pour l'habitude d'achat, on voit que 73% de mes clients ont pour habitude d'acheter du bio. Donc, rien que ça, c'est une information. Ouais. Est-ce que quelqu'un peut interpréter ce résultat? Quand on dit que 73% des clients, on a fait le sondage, on a vu que 73% de mes clients ont pour habitude d'acheter des jus bio. Allô? Donc là, exemple, comme je dis, ça peut être une information extrêmement utile dans le cadre de cette étude, parce que ça nous renseigne sur le taux de pénétration. Ouais, exemple, si on était disons, à 20%, donc rien que ça, ça morose en tout cas le projet, quand on sait que si on va lancer l'étude, on ne va pas beaucoup percer a priori sur notre clientèle. Mais là, quand on parle de 75% qui sont intéressés par ce produit, ça donne une idée du marché qu'on peut avoir. Je ne sais pas si on se comprend parfaitement. Vous pouvez intervenir, hein? Oui, non, on comprend parfaitement. En fait, avant d'intervenir, on levait les mains, en fait. Ah, d'accord, oui. C'est très intéressant. Oui, il y a A2CN, Alima John aussi, qui lève la main. Non, j'ai oublié de qui. Moi, je suis bien, hein, c'est excellent. Ah, d'accord. Ah, super. Oui, Madame John. OK. Voilà, donc moi c'est ce que je voulais dire, hein. Déjà, 73%, c'est un taux assez élevé. Donc, c'est un résultat satisfaisant par rapport à l'habitude d'acheter. Donc, ça peut vous rendre confiant pour vous. Exactement. Exactement. Et là, avec une simple analyse, avec un trait à plat, ouais, ça donne cette information. Maintenant, après, si on peaufine l'analyse et qu'on fait un tri croisé avec le sexe, on voit que chez les femmes,
on a 80% qui ont pour habitude d'acheter des jus bio et chez les hommes, 67%. Donc là aussi, ça nous donne une seconde information. Ouais, ça nous permet de réellement peaufiner notre cible. Là, on voit que il semble réellement plus pertinent, si on devait cibler un seul genre, de le focaliser sur les femmes, parce que les femmes sont nettement plus sensibles à ce type de produit. Ouais, et là, si on essaie de voir le profil type de notre client, ça commence à se peaufiner. Ouais, on sait que ma clientèle, elle est intéressée, je peux être à 113% de taux de pénétration. Chez les femmes, je suis quasiment certain de percer, parce que 8 femmes sur 10 sont intéressées par ce type de produit. Et vous voyez, donc là, au niveau de votre carte marketing, vous commencez à avoir des éléments super importants pour votre projet. Et second volet, sur les canaux de distribution, là, si on fait un tri à plat, on voit que le supermarché rafle plus de 55%, revient en tout cas à plus de 55%. À la question de savoir si où les clients ont l'habitude d'acheter des jus bio, 55% ont répondu qu'eux, ils vont au niveau des supermarchés pour ce type de produits. En seconde position, on a les boutiques spécialisées qui captent 30% de part de marché, les marchés locaux, 15%. Donc là, au vu de ce résultat, il y a une information aussi capitale qui sort. Mes principaux concurrents pour ce type de produits vont être les supermarchés. Ouais, et là, si vous devez faire de la veille concurrentielle, vous savez, vous, sur quel acteur vous devez en tout cas vous appesantir. Même si vous allez suivre l'ensemble des acteurs, vous savez sur quel acteur vous allez mettre le plus de ressources. Ouais, parce que là, il ressort clairement que votre principal concurrent va être les supermarchés. Après, il y a tout ce qui est relatif au format d'achat préféré. Et là, ce qu'on a, c'est que là, ce qu'on a, le format 500 millilitres semble être le plus demandé. Ouais, on a 50% de nos clients qui achètent plus les formats 500 millilitres. Ouais, le 1 millilitre, il arrive à 35% et le reste à 15%. Donc là aussi, ça vous donne les structures de produits que vous devez éventuellement commercialiser. Alors, sur la partie habitude d'achat de jus bio, si on fait un croisement avec le genre, ce qu'on voit, oui, ça on avait déjà vu, 80% de nos clients chez les femmes qui achètent du bio contre 66%, environ 67% chez les hommes. Donc là, ça nous dit que les femmes sont plus intéressées par ce type de produit comparé aux hommes. Ouais, car on a un écart significatif de 13 points de pourcentage. Et là aussi, pour vous appuyer, vous pouvez faire des tests statistiques relativement simples qui vont pouvoir vous permettre d'affirmer ces observations ou, si vous voulez, ces tendances qui sont ressorties de l'étude. Et aussi, si vous faites un croisement avec les profils professionnels que vous avez au niveau de votre base, ça va vous permettre de savoir c'est quel profils qui sont les plus intéressés par ce type de produit. Et tout ça, pourquoi c'est important? Parce que vous, quand vous faites, comment on dit, quand vous avez un produit et que vous avez une base de clients, vous ne voulez pas forcément vous limiter à vos clients existants. Dans ce cas précis, vous n'êtes pas obligé, vous ne voulez pas vous concentrer uniquement sur ces 314. Vous voulez aller vers d'autres marchés, grappiller ailleurs. Et avant d'y aller, si vous avez le profil du client qui est intéressé, même quand vous travaillez avec, disons, peut-être des agences marketing, vous avez des éléments. Vous allez leur dire, moi, OK, j'ai mon produit et je sais c'est qui sont potentiellement intéressés par mon produit. Et là, c'est un gain en taux de convertibilité, de conversion. Ouais. C'est pour ça que ces profils signalés, c'est extrêmement important de les avoir. Même pour l'âge aussi.
vous avez le produit, vous savez les niveaux de pénétration. Après, vous faites un croisement avec l'âge. Et là, vous avez les moyennes d'âge, c'est ceux qui sont intéressés et ceux qui ne sont pas intéressés. Et vous pouvez avoir la même moyenne d'âge si vous faites ce croisement et que vous voyez dans vos deux sous-groupes, vous avez la même moyenne d'âge, donc l'âge n'est pas un facteur discriminant pour votre produit. Ouais, donc vous, quand vous allez vers d'autres clients, vous n'allez pas fixer comme critère l'âge. Je peux donner l'exemple du marketing que vous faites sur les réseaux sociaux. Exemple, vous allez sur Facebook pour faire de la publicité pour ce nouveau produit. Ouais, donc vous pouvez dire à Facebook, OK, moi, voilà les personnes que je cherche. Je cherche exemple des hommes, on va après le voir là. On va après le voir ça, la carte des profils. Mais là, à ce niveau, vous pouvez dire déjà, là, on a vu que la moyenne d'âge est de 37 ans chez les consommateurs et de 32 ans chez les non-consommateurs. Donc là, ça donne un élément. On va dire, moi, ma publicité, je veux qu'elle soit plus visible par les individus qui ont 37 ans, ouais, ou plus, qui ont au moins 37 ans. Ouais, je ne suis pas intéressé par les profils, en tout cas à premier abord, je ne suis pas intéressé par les profils qui ont 32 ans et moins. Et si on profile tout ce qui est caractéristiques produits qui ressort de l'étude, on voit que pour les proportions sur le sexe, les femmes sont plus intéressées. Ouais, pour l'âge, on est à 37 ans de moyenne d'âge pour le profil consommateur, c'est-à-dire le profil intéressé, et 32 ans pour le profil qui n'est pas intéressé. Et si on regarde les catégories professionnelles, on voit, si on fait les tris, que ce sont les médecins et les ingénieurs qui sont les plus intéressés par nos produits. Et à l'inverse, on a tout ce qui est infirmiers, architectes qui ne sont réellement pas intéressés par ce produit. Attention, ça ne veut pas dire que aucun infirmier ou aucun architecte ne va acheter votre produit. Juste que le taux de conversion, les probabilités que la personne achète sont nettement plus élevées sur le premier groupe par rapport au deuxième. Ouais, si, exemple, vous devez passer 30 minutes à convaincre tout ce qui est médecin et ingénieur, peut-être que vous allez passer le double à convaincre tout ce qui est infirmier, architecte. Ouais, donc là, vous avez plus de chances et plus de gains en temps de vous concentrer sur les autres profils. En tout cas, vous allez mettre plus de ressources sur ces profils qui sont susceptibles d'être plus intéressés par vos produits que sur les autres profils. Alors, la même chose aussi qu'on a fait sur tout ce qui est répartition des préférences d'achat, on a vu que tout ce qui est boutique spécialisée, ils viennent à 51,5%. Les producteurs particuliers, ils viennent à 27,3% et les grandes surfaces à 21,2%. Donc là, qu'est-ce que ça dit? Les boutiques spécialisées, ils captent 51% pour tout ce qui est part de marché, pour les profils femmes. Ouais, et là, ça rentre en distorsion un peu avec ce qu'on avait vu précédemment. Ouais, on avait vu que les grandes surfaces étaient les plus préférées de manière générale, mais là, on voit que pour tout ce qui est profil femme, eux, ils privilégient les boutiques spécialisées. Donc, si réellement, moi, pour mon produit, je vais essayer de voir les profils femmes, donc je ne vais plus me concentrer sur tout ce qui est grande surface, mais je vais faire plus d'efforts sur les boutiques spécialisées, parce que c'est là où j'ai plus de chances de convertir des clients, des profils femmes. Pour les producteurs particuliers, c'est toujours les commentaires des résultats de l'étude. Pour les producteurs particuliers, on voit qu'on est à 27,3% de taux de pénétration. Ouais, et si là, on n'a pas pu mettre l'ensemble des tableaux, mais pourquoi on a dit ça? C'est parce que quand on a fait les croisements, on a vu que tout ce qui est profil designer, infirmier, enseignant, eux, ils sont réellement dans ce segment. Donc, du coup, pour ces profils aussi, quand on veut les chercher, où on va se concentrer, c'est beaucoup plus sur tout ce qui est producteur particulier.
Et pour les grandes surfaces, ce qu'on a vu, ce que les résultats de l'étude ont montré, c'est que c'est beaucoup plus préféré par les profils comptables et consommateurs opportunistes. Les consommateurs opportunistes, c'est ce qu'on appelle qui ont l'habitude de changer de lieu d'achat. Et autre chose aussi qui est ressorti, c'est qu'on a vu que le format 1 litre est dominant. Quand on parle du format 1 litre est dominant, c'est que de manière globale, les clients, eux, ils préfèrent le format 1 litre. Et là, ce qu'on voit, c'est que 100% des ventes, toute catégorie, se concentre sur le format 1 litre. Le format 500 millilitres spécifique aux avocats, ça veut dire que tout ce qui est avocat et informaticien, ceux-là, eux, ils ont l'habitude d'acheter du 500 millilitres. Donc, du coup, ça donne une perception du format qui va intéresser ce profil spécifique de clients. Alors, pour la partie la plus importante, le prix, là, avec les données générées, on a vu que pour les prix pratiqués, pour le format 1 litre, on est à 1979. Alors, rappelez-vous que le produit qu'on essaie de mettre sur le marché, il ne sera rentable que quand le produit sera vendu à 2000 francs. Ouais, donc là, on se rapproche du prix de rentabilité. Et pour le profil 500 ml, on avait dit 1000 francs, mais là, on a vu que les prix pratiqués étaient à 854 francs, les prix auxquels nos clients ils achètent vers d'autres vendeurs. Et pour le format 250 ml, on est à 380 francs CFA, alors que le but, alors que notre but de vente, c'est à 500 francs. Donc, on voit que là, pour les faits de rentabilité, il n'y a que le produit 1 litre qui peut être rentabilisé. Ouais, donc là, logiquement, ça nous dit de faire attention au format 500 ml et 250 ml, à moins qu'on essaie de voir une structure de production pour baisser le prix, nous aligner. Maintenant, après, ce qui est intéressant avec l'étude de marché, c'est quand on fait des croisements avec des profils spécifiques, on peut voir des tendances qui ont été occultées, en fait, si je puis dire comme ça. Exemple, là, dans ce cas précis, après, si vous vous rappelez pour le formulaire, on avait demandé le prix auquel ils achètent et il y a une seconde question qui est revenue, relancée pour essayer de voir le prix auquel ils sont prêts à acheter nos produits bio, le jus bio qu'on essaie de commercialiser. Ouais. Et là, avec les données générées, on a vu que dans l'exemple, c'est toujours fictif, que c'est à 1861. Le client moyen nous dit que moi, à 1860 francs, j'achète ton produit bio. Ouais. Et nous, rappelez-vous qu'on est toujours à 2000 francs. Maintenant, après, si on fait une analyse en fonction du genre, là, si limite à ça, au 1861, on peut dire, bon, ok, c'est mort, le produit ne va pas marcher. Alors qu'en réalité, il y a des tendances qui ont été occultées. Parce que, rappelez-vous, sur les 314 clients, ce ne sont pas tout le monde qui est intéressé. Ouais, on a vu que notre taux de pénétration, c'était à 73%. Ouais. Et là, si on fait des analyses croisées, si on croise les réponses en fonction du genre, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les femmes, elles sont prêtes à payer 2800. Excusez-moi, non, pardon, pas 2800, 2082 francs CFA le litre. Donc là, je pourrais rentabiliser si je cible ce profil. Maintenant, on peut aller toujours au-delà et faire l'analyse en fonction de la disponibilité à consommer le produit ou pas. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Dans l'ensemble, les clients qui sont sensibles aux produits bio, eux, ils sont prêts à payer 2027 francs CFA le produit. Et ceux qui ne sont pas habitués, ouais, eux, à cette question-là, ils disent en moyenne, ils peuvent payer 1400 francs CFA. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le client, lui qui n'est pas habitué, il peut faire un effort jusqu'à 1400 francs. Ouais, parce que tout le monde aime le bio, hein. Il dit que l'effort auquel il consent,
il peut le matérialiser à 1400 francs. Et moi, je sais qu'à 1400, je ne suis pas rentable, à moins que je change ma structure de production. Donc, si je ne peux pas descendre à 1400, le client, lui, qui est intéressé, il peut acheter mon produit à 2027 francs. Ouais, donc là, vous avez assez d'éléments. Vous savez que déjà, mon taux de pénétration, elle sera de 73%. Ouais. Et mes clients qui sont intéressés, ils peuvent payer 2027 francs. Donc là, ça vous donne assez d'éléments pour vous prendre votre décision. Donc, question, est-ce que vous, à ce niveau, vous êtes le décideur? Quelle décision vous allez prendre sur la base de l'ensemble des informations qu'on a données ici? Oui, Madame Yaye. Oui, alors bonjour à tous. Alors, partant de l'échantillon des femmes donc, qui représentent 8 sur 10 clients donc, sur le sondage, je me baserai sur leur prix d'achat consenti, c'est-à-dire 2082. Maintenant, il y a un autre paramètre qui est important, c'est-à-dire j'ai une autre cible, les habitués bio. Alors, c'est précisé que dans habitué bio, il y a. Qui comporte également c'est les un hommes, mélange, eux il y a qui hommes sont et créés femmes. entre 2082 et 2027 et ne pas descendre. Exactement, mais je parle maintenant des hommes parce que les femmes, on a déjà leurs données, c'est 2082. Je suppose que maintenant, les autres habitués bio, effectivement, il y a les hommes dedans. Donc, je placerai mon prix entre 2082 et 2027. Sachant que les non-habitués, ce ne sont pas des clients cibles. Et si je me place de leur côté, je passerai plutôt mon produit pour un produit qui est cheap, en fait, un produit qui n'est pas de bonne qualité. Puisque les habitués bio, ceux qui ont l'habitude d'acheter du bio, connaissent la qualité bio, ont l'habitude d'acheter à temps. Et parmi ces habitués, il y a les femmes qui l'achètent plus. 8 sur 10, quand même, c'est un échantillon très important, qui sont prêts à dépenser 2082. Donc, par exemple, je prendrais un prix à 2050 francs pour être au milieu. Voilà. Super. Merci, Madame Diaye. Alors, D'autres interventions? oui, j'aimerais bien intervenir. Donc, je me base juste sur les résultats de l'enquête et je reviens un peu en arrière par rapport sur mes objectifs. Parce que moi, l'objectif principal que j'avais, c'était de vendre mon produit à 2000 francs pour être rentable. Aujourd'hui, j'ai fait l'échantillonnage et ça a montré des résultats qui sont satisfaisants sur la cible, qu'aujourd'hui, 80% des femmes sont intéressées et que 67 ou 73% des hommes sont intéressés. Et ceux qui sont intéressés bio aussi dépassent mon prix de rentabilité, de même que les femmes qui sont intéressées. Donc ça m'encourage en réalité à me lancer. Ça m'encourage à me lancer parce que si je regarde de plus près, c'est-à-dire que mes objectifs de base sont atteints, quoi. Donc, je me lance et puis j'utilise les canaux de distribution qui sont les plus efficaces pour être le plus disponible possible. Voilà. Merci, M. Diop. Ouais. D'autres interventions? Oui, bonjour. Vous êtes en mute, je pense. Bonjour. 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 Bonjour, c'est M. Adel. Ben, je vois que d'après l'étude que vous avez fait ici, elle est très pertinente parce que là, ça donne un peu, comment dirais-je, l'ambition du courage pour se lancer dans ce projet parce qu'il y a une demande sur ça, il y a une catégorie qui est positive et qui sera adepte pour ce produit, à prendre ce produit. Ça soit surtout les femmes, surtout la catégorie féminine. D'accord. Et après, c'est pertinent par rapport au prévisionnel. D'accord. Donc, si c'était à moi, ça serait bien de se lancer au début doucement et essayer de créer un réseau de distribution adéquat et pertinent aussi. D'accord. Bien. Merci. Merci à vous. Bonjour, Oui, bonjour. moi c'est Ndeye Khaïta. Enchanté. Madame Yad, bon, je gère une structure qui offre des services financiers. Bon, moi, je ne suis pas dans l'alimentaire, hein, mais je suis dans les services financiers et dans l'électroménager aussi.
Voilà, mais au regard de l'étude, de l'analyse que vous nous présentez, moi, je me dis qu'aujourd'hui, on a déjà des cibles qui ont été acquises, c'est-à-dire ce sont les femmes. On sait que les femmes maintenant sont à 100% sur les bio. Donc, je me dis que si je vais vers ces femmes-là, c'est sûr que je vais vendre. Mais je vais penser aussi à mettre de l'effort sur les non-habitués, parce que je me dis que peut-être les non-habitués ne sont pas informés de ce que c'est que le bio. Donc, moi, je vais investir sur la communication, leur expliquer quels sont les bienfaits du bio, pourquoi on utilise le bio. Peut-être qu'ils ne sont pas informés sur ce que c'est. Donc, je me dis que quand ils auront l'information et les bienfaits que le bio fait, par exemple, sur la santé, peut-être que ce sont des cibles que je vais acquérir sur mon portefeuille client. Voilà. Donc, aujourd'hui, je vais penser aussi, quand je vais fixer le prix, je vais penser aussi aux non-habitués. Voilà, je me dis qu'avec la campagne de communication, avec les explications que je vais donner sur le bio, peut-être que je vais grignoter là-bas des parts de marché. Oui, Merci. vous voyez, hein, c'est bien, je trouve. C'est pour ça qu'on dit que l'étude de marché, c'est juste un outil qui vous clarifie en fait, qui lève l'incertitude. Là, comme vous dites, hein, vous pouvez vous dire, OK, moi, même les non-habitués, je n'ai pas les laissé de côté. Ouais, j'ai fait une campagne marketing, mais maintenant après, vous devez prendre en compte que les niveaux de prix auxquels ils sont consentis à acheter vos produits. Ouais, et vous aussi, vous avez supporté des coûts, vous avez fait des investissements et vous ne pouvez pas vendre à perte. Ouais, donc c'est tous ces éléments qu'il faut prendre en compte. Oui, c'est ça aussi. Il faut prendre aussi en compte les coûts de marketing et de communication. Mais je me dis que c'est une partie de mon portefeuille client. Donc, c'est-à-dire que ces coûts-là seront supportés, c'est une partie de mon revenu qui vont supporter ces coûts-là qui va s'adresser aux non-habitués. Exactement. Et ça aurait même été beaucoup plus pertinent. Imaginez, dans ce cas précis, qu'on aurait été, supposons, à 55% de taux de pénétration. Ouais. On peut se dire, oui, c'est bon, j'ai 55% de mes clients qui vont éventuellement être intéressés, mais j'ai un potentiel non exploité. J'ai 45% qui ne sont pas habitués, mais qui peuvent éventuellement être habitués. Ouais. J'ai un travail de communication, j'ai un travail à faire avec ce sous-groupe, et si ils deviennent intéressés, là, je grappille encore un taux de pénétration. Voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut toujours chercher à avoir de nouveaux prospects. Parce que quand on voit qu'aujourd'hui, le monde évolue rapidement, comme je l'ai dit tout à l'heure sur mon commentaire, un produit peut être excellent aujourd'hui et demain, automatiquement, que ce produit soit dépassé. Bien sûr. Voilà, parce que le monde évolue, l'évolution technologique est là, mais aussi, je le disais tout à l'heure, la concurrence aussi ne dort pas. Hein? Bien sûr. Voilà, donc il faut toujours connaître l'avis de nouveaux prospects. Ça nous permet de mettre à jour nos produits, de mettre à jour nos prix, mais aussi d'élargir nos parts de marché et d'acquérir de nombreux clients. Voilà. Mais il ne faut pas toujours se limiter sur les acquis qu'on a. Il faut savoir penser à les dépasser. Voilà. Bien sûr, il y a des coûts pour ça, mais je me dis qu'au final, avec ce qu'on va gagner, on pourra supporter le coût. Effectivement. Voilà. Effectivement. Et même là aussi, les deux approches vont ensemble, hein, parce que quand on fait une étude, on a les profils types de nos clients. Ouais, on a le profil type de nos clients. Et quand on va essayer de démarcher d'autres clients qui ne sont pas dans notre base, on va se focaliser sur les profils qu'on a. Ouais, les profils qui sont les plus susceptibles d'être convertis. Et là aussi, on grappille un client. Et comme vous dites aussi, c'est super important aussi de faire un travail même, entre guillemets, d'éducation vers les autres cibles pour qu'ils soient le plus appétants par rapport aux produits qu'on essaie de commercialiser. Oui. Bon, je me dis qu'on a toujours des moyens de communication qui sont là. On a toujours des outils marketing qui nous permettent vraiment d'aller vers ces cibles-là. Effectivement. Parce qu'il faut voir que c'est le consommateur qui est comme ça, surtout l'Africain. Donc, il a toujours peur du nouveau.
Donc, il faut toujours, c'est culturel, quoi. C'est culturel chez nous d'aller vers le nouveau. Donc, c'est à nous d'aller vers eux et leur expliquer pourquoi on a mis sur place ce nouveau produit-là. Pourquoi ce produit-là Bien est sûr. consommé, voilà, doit être consommé, et ça là, voilà. Bien sûr. Alors, Merci beaucoup. merci à vous, madame. Je vous en prie. Il y a aussi la dernière question qu'on n'a pas regardée, et c'est aussi une information qui peut permettre à l'entrepreneur, dans ce cas précis toujours, hein, de savoir c'est quels parfums sur lesquels il doit plus mettre le paquet. Ouais, là, on a vu que par rapport aux préférences, et c'est tout à fait aléatoire, hein, je rappelle encore une fois, c'est un cas fictif. On a 31% dans les préférences pour le bissap. Le détach, on est à 26%, bouille 24%, gingembre 17,8%. Et là aussi, c'est toujours intéressant de faire des croisements. Les données très à plat, ça donne une tendance globale, mais c'est toujours intéressant de faire des croisements en fonction du genre. Surtout que quand on voit que notre cible n'est pas à un niveau d'intéressement pareil, selon les profils signalétiques, quand on fait des croisements selon ces paramètres aussi, ça va nous permettre de savoir pour chaque profil c'est quels produits qui peuvent les intéresser le plus. Et ça va nous permettre nous d'adapter notre offre. Quand vous allez, par exemple, faire du marketing auprès d'une femme, vous savez exactement c'est quoi qui va éventuellement l'intéresser le plus. Là, on a résumé les principales informations qui sont ressorties de l'étude. Globalement, ce qu'on voit, c'est que 73% de part de marché, 73% de nos clients sont intéressés par le taux de pénétration, si vous voulez. Le taux de pénétration est à 73%. Ça nous a permis d'identifier nos concurrents. On a vu que les boutiques spécialisées pour ce type de produit grappillent 51% du part de marché. Pour les formats optimaux, on a vu que le 250 ml est secondaire, le 500 ml aussi est optionnel. C'est-à-dire le 1 ml prioritaire, c'est-à-dire pour les clients qu'on a sondés, eux, ils disent que le 1 litre, ils l'achètent à un rythme relativement élevé. Ensuite, ça vient le 250 ml. Par contre, là, on a comme information que le 500 ml, c'est une option risquée. Pourquoi c'est risqué? Car on a vu que sur l'ensemble des clients qui ont l'habitude d'acheter ce type de produit, il y en a très peu qui achètent le 500 ml. Ouais, donc, vous, dans votre stratégie, ça peut être risqué de vous lancer sur le 500 ml. Par contre, vous devez vous concentrer beaucoup plus sur tout ce qui est 1 litre et 250 ml parce que c'est ce qui semble intéresser le plus les clients. Et par rapport au prix du marché, on a vu qu'à 2000 francs, c'est bon, je peux être rentable. Mais par contre, sur les autres produits, ce n'est pas sûr que je rentabilise. Parce que les prix qui sont pratiqués sont en dessous du prix où je serai rentable. Ouais, donc là, pour le coup, ça peut être un risque de lancer le produit pour les formats 250 ml et 500 ml. Ouais, donc là, pour une enquête à bas coût, avec des outils très, très simples et totalement gratuits, vous pouvez avoir ces types d'informations qui peuvent vous servir, vous, à affiner votre business. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce niveau. Maintenant, là, le dernier slide, je pense que c'est l'avant-dernier, c'est un slide qui résume un peu les décisions qu'on peut prendre à partir des résultats qu'on a vus. Maintenant, là, on voit que la principale décision, c'est que sur le format 1 millilitre, sur le format 1 litre, on peut faire un bon business. Sur le format 1 litre, on a la clientèle qui est là et aussi
le prix peut être rentabilisé. Les coûts peuvent être rentabilisés avec un prix qui est accepté par nos consommateurs. Et aussi, pour tout ce qui est ciblage, on sait que pour mon produit, c'est plus pertinent de cibler tout ce qui est femmes plus de 35 ans. Pourquoi? Parce qu'on a vu que si on match les deux profils, on a un taux de conversion extrêmement élevé. Voilà, ça ne veut pas dire que vous allez cibler uniquement ce profil, mais pour une bonne entrée sur le marché, on peut passer par ce profil. Parce que là, les taux de convertibilité, les taux de vente sont extrêmement élevés. Et là, ça peut faire un port d'entrée extrêmement très bon. Ouais, et pour les parfums prioritaires aussi, je sais c'est quel parfum je vais mettre en priorité, je vais fabriquer en premier. Et dernier point aussi, l'étude m'a renseigné sur tout ce qui est benchmark et le benchmark concurrentiel. C'est qui mes principaux concurrents? Je les ai identifiés. Maintenant, après, je peux faire un suivi des comportements de mes clients sur le marché pour ne pas être dépassé. Ouais. Et là, avec les 90 clients que j'ai sondés, je peux avoir l'ensemble de ces informations à moindre coût. Donc, c'est réellement ce qu'on a essayé de montrer à partir de ce cas pratique. Voilà. Je ne sais pas maintenant après s'il y a des questions. Bonjour. Oui, Bonjour. Oui, je voulais Oui. savoir, est-ce que cet exemple-là est valable pour les services? Nous qui offrons des Oui. services, voilà, les prestataires de services pour l'étude de marché. Dans la procédure, on peut reprendre la procédure. D'accord. C'est-à-dire, là, le plus important, ce n'est pas les données ou même les résultats, mais c'est plus la procédure, en fait. D'accord. Ouais. Voilà, il y a une procédure et l'idée, c'est de vous familiariser avec cette procédure si vous voulez, vous, en interne, faire des études de marché. Ouais, et pour cette procédure, ce qui est important, c'est déjà de bien définir les objectifs. L'étude de marché, vous voulez répondre à quelle problématique? Et là, pour cette partie, ce qui est important, c'est de ne pas faire un fourre-tout, essayer de voir les problématiques qui peuvent aller ensemble. Et une fois que les problématiques ont été identifiées, là, on connaît les objectifs, quelles questions on sait répondre. Une fois qu'on a ça, travailler sur un formulaire, avec le questionnaire, faire un questionnaire très bien structuré qui est en corrélation parfaite avec les objectifs de l'étude. Et quand on a ça, définir quel outil je vais utiliser. Là, pour le coup, on a utilisé juste deux outils. On a utilisé Excel et Kobo Collect, des outils 100% gratuits. Ouais, on a pris l'exemple qu'on avait une base de données. Maintenant, après, vous pouvez ne pas avoir une base de données client. Vous pouvez peut-être recruter des enquêteurs qui vont aller sur le terrain, vous allez définir des profils pour lesquels ils vont faire le sondage. Mais si vous avez une base de données client, là, c'est beaucoup plus facile. Vous savez c'est qui vos clients. Vous faites un travail d'échantillonnage. Là, maintenant, c'est la partie la plus délicate parce que l'échantillon, comme on a expliqué, vous n'allez pas prendre uniquement par ici, par là, ou selon comment les clients viennent ou pas. Vous devez travailler de manière sérieuse sur une sélection aléatoire et dès que vous avez ça, vous leur soumettez le questionnaire, vous faites l'analyse des données. Maintenant, l'analyse des données, quand vous avez fait l'analyse des données, c'est aussi important de pouvoir interpréter les résultats que vous avez et éventuellement aussi voir des tendances occultées. Qu'est-ce que j'appelle tendances occultées? C'est des tendances on ne voit pas de manière globale. Ouais. L'exemple de manière globale, on a vu qu'on a 113% de taux de pénétration sur le marché, mais sur nos clients, mais si on regarde selon le genre, on voit que c'est nettement plus élevé chez les femmes comparé aux hommes. Ouais. Donc là, on a l'information que mon produit, oui, c'est vrai que ça peut intéresser les hommes, mais ça va davantage intéresser les femmes. Et là, comment me servir de cette information? Je sais que j'ai passé moins de temps à convaincre une femme d'acheter mon produit qu'un homme. Ouais, et ça va permettre vous de voir comment vous allez attribuer vos ressources. Ouais, un peu. Et je sais aussi que mon produit, il intéresse beaucoup plus les personnes qui ont plus de 35 ans. Et là, combiner ces deux informations, je sais là aussi que j'ai passé moins de temps à convaincre une femme
une femme qui a plus de 35 ans. Vous voyez un peu. Et même pour les parfums aussi, je sais quel parfum je vais fabriquer, je vais produire en tout cas en priorité, parce que c'est les parfums qui ressortent le plus chez les personnes intéressées par mon produit. Pour les benchmarks aussi, même aussi, j'ai déjà identifié mes concurrents les plus sérieux qui sont sur le marché. Voilà, donc, en gros, on veut vraiment, on tenait en tout cas à montrer la procédure qu'il faut adopter pour réaliser des études de marché en interne et que aussi cela vous serve. Parce que c'est bien de faire l'étude de marché, mais aussi c'est important de pouvoir capitaliser, c'est-à-dire analyser les résultats qu'on a obtenus et prendre des décisions qui sont basées sur ces résultats. Et ce qui est important aussi, c'est savoir qu'on peut faire ça à moindre coût. D'autres questions? C'est vrai qu'on a dépassé le temps de plus de 15 minutes. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je voudrais savoir, pour demain, c'est la prochaine section, c'est pour demain, non? Oui, demain, on va voir tout ce qui est stratégie data. Oui. D'accord. Donc, une invitation sera encore envoyée. C'est la même invitation que La même vous allez invitation. utiliser. Ce sera le même lien que vous avez utilisé aujourd'hui. Aujourd'hui, on a été plus long parce qu'on avait prévu 30 minutes au départ pour les présentations. Mais demain, voilà, ce sera de 11h30 à 13h normalement. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Revenir sur ma question, papa. Là, on va être obligé de clôturer, sachant qu'on aura encore une session vendredi où vous pourrez poser des questions additionnelles et vous pouvez déjà aussi les soumettre dès maintenant. Et puis voilà, on essaiera d'y répondre dans la mesure du possible. Mais on ne pourra pas prendre toutes les questions aujourd'hui. Mais vendredi, on a prévu une session de plus d'1 heure pour répondre à toutes les questions. Merci. Et je vais vous demander si vous pouvez de nous partager un peu vos impressions par rapport à la session d'aujourd'hui, ce que vous avez appris, ce que vous avez trouvé bien, ce que vous souhaitez qu'on améliore pour les prochaines sessions, etc. N'hésitez pas à nous mettre dans le chat tous vos commentaires. Merci beaucoup.